Oiseau. Pi. Beau. Pan. Israël. Tel Aviv. Capitale. Déjà, Tel Aviv la capitale, mais... Attendez. Le premier mot c'était miette et le deuxième c'est pan. Et on cherchait Jérusalem. Alors, Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël, évidemment, mais ça, vous vous en doutiez. L'ambassade américaine en Israël va-t-elle être transférée de Tel Aviv à Jérusalem? Donald Trump n'a toujours pas fait part de sa décision. Le président américain s'est entretenu au téléphone avec le président palestinien Mahmoud Abbas, mais rien n'a filtré de leur conversation. À l'inverse, les mises en garde contre cet éventuel déménagement fusent de toutes parts. L'Union européenne est favorable à la reprise d'un processus de paix constructif en vue d'une solution à deux États et estime que toute action susceptible de compromettre ces efforts doit absolument être évitée. Le statut de Jérusalem doit être réglé à travers des négociations de façon à répondre aux aspirations des deux parties. Vive réaction aussi à travers le monde musulman. En Turquie notamment, ce mardi matin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un avertissement à Donald Trump. Monsieur Trump, Jérusalem est une ligne rouge pour les musulmans. Nous allons mener cette lutte jusqu'au bout avec détermination et cela pourra aller jusqu'à la rupture de nos relations diplomatiques avec Israël. La Ligue arabe a elle aussi mis en garde les États-Unis, qualifiant un éventuel déplacement de l'ambassade américaine d'assaut clair contre la nation arabe. La situation est aussi incertaine qu'explosive, comme l'explique le correspondant de la NBC à Jérusalem. Nous savons que les diplomates américains en poste dans la région ont été mis en garde contre une possible agitation. Il y a des protestations du côté de la communauté palestinienne et les Israéliens parlent de renforcer la sécurité et disent bien sûr qu'ils seront capables de gérer d'éventuels troubles. En fin de compte, le résultat est que la région est à bout parce que le président Trump est extrêmement imprévisible et que personne ne sait ce qu'il va dire ou faire. Semaine décisive pour Trump, qui doit décider le déménagement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et s'il reconnaît Jérusalem capitale d'Israël, j'ai l'impression que le Mashiach arrivera avant la fin de l'année. Ok. D'abord, en soi, je pense qu'il n'est vraiment pas bon du tout que Trump veuille déménager son ambassade à Jérusalem, ni qu'il annonce que Jérusalem était la capitale unique, indivisible du peuple d'Israël. On le sait. Que l'ambassade soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, ça ne change rien pour nous.
peut-être qu'on doit faire quelques minutes de moins pour ceux qui veulent prendre un billet pour aller en Amérique, c'est tout à fait négligeable. Par contre, en cela, il y a un très grand danger. C'est vrai que ça nous fait très plaisir au niveau nationaliste, enfin on nous reconnaît, etc. Mais il faut comprendre qu'on est entouré de 300 millions d'Arabes, plus des musulmans dans le monde entier. On a 1,5 million d'Arabes dans le pays. Si on leur donne une petite raison bête comme celle-là pour commencer à faire des émeutes et peut-être voir une intifada, on va souffrir énormément, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Jérusalem est indivisible, c'est une capitale depuis 3000 ans, tout le monde le sait. C'est pour ça d'ailleurs que ça dérange tellement. Ils le savent très bien. Allez le dire, à quoi ça sert? Ça va simplement exciter les foules. Ça manque pas d'Arabes qui, pour un petit rien du tout, ils s'excitent comme des dingues, et ça devient dangereux, même à l'étranger, d'accord. Il paraît que Trump a renforcé toutes les ambassades américaines parce qu'il se prépare à donner cette annonce-là, donc il a pas de représailles. À plus forte raison, tous les juifs qui sont en galoute, notamment en France, d'accord, on les met en danger par cela. Donc c'est vraiment tout à fait inutile. Si jamais toutefois il le fait, et que ça engendre ce que ça va engendrer, j'ignore quoi, c'est clair pour moi que c'est un signe très clair comme quoi nous sommes très proches de la venue du Messie. Ça concorde aussi au niveau des dates, donc je vous recommande de voir les cours que j'ai fait, Une odeur de Troisième Guerre mondiale, ainsi que le cours Trump et la conférence des 70 nations, où je fais un calcul, je montre que la vie d'Ishmaël correspond en fait à la longueur de la période de la royauté du monde arabe d'Ishmaël, et que dans ces calculs, on peut toujours se tromper, je me trompe toujours, ça devrait être pour 2018. Donc on y arrive, et le point par lequel nous définissons quand commence la royauté d'Ishmaël, c'est exactement Jérusalem, la conquête de Jérusalem par les Ishmaélites. Donc le jour où officiellement ils perdent leur suprématie sur Jérusalem, en tout cas qu'on annonce cela, c'est déjà pas mal, c'est déjà avant-coureur. J'imagine que pour nous c'est un signe avant-coureur que bientôt Mashiach arrivera. En espérant qu'on ne se trompe pas et que tout se passera dans le calme, sans effusion de sang, sans malheur, avec beaucoup de miséricorde divine. Amen. Il faut bien sûr conserver le conditionnel, mais apparemment, Donald Trump aurait annoncé à Mahmoud Abbas le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Si cette nouvelle venait à être confirmée, eh bien, ça serait effectivement un coup de tonnerre diplomatique aux conséquences extrêmement importantes et graves. Il y a bien sûr le dossier israélo-palestinien. En reconnaissant l'annexion de Jérusalem par Israël et en transférant son ambassade, ce que aucun pays n'a fait jusqu'ici, depuis 1967, et ce que même les États-Unis ont toujours refusé de faire, parce que si le Congrès le demande régulièrement, et même a voté une loi demandant cela, les différents présidents américains ont toujours refusé de le faire pour ne pas aggraver la situation dans la région. Et donc cela viendrait bien sûr peut-être porter un coup final à un éventuel accord de paix entre Palestiniens et Israéliens, puisque les Palestiniens seraient privés de ce qui aurait dû être leur capitale, Jérusalem-Est. Et on peut craindre que par rapport à cette nouvelle, il y ait un retour de la violence par des gestes désespérés, peut-être aussi par des gestes organisés de la part des Palestiniens, mais cela ne devrait pas rester sans effet si une fois encore cela devait être confirmé. Agissant ainsi, bien sûr, les États-Unis ne peuvent plus apparaître comme un intermédiaire honnête entre Israéliens et Palestiniens, et ils prennent de façon forte, unilatérale, le parti des Israéliens, et donc ils ne peuvent plus être considérés comme un partenaire par les Palestiniens. Mais Jérusalem, ce n'est pas l'éventuelle future capitale d'un État palestinien. C'est également un lieu saint de l'islam pour tous les musulmans arabes, mais aussi asiatiques, mais aussi les Turcs et aussi les Iraniens. Et donc c'est par rapport à l'ensemble du monde musulman que Donald Trump a envoyé un message d'opposition, d'hostilité, voire même d'humiliation, à ne pas prendre en compte les différentes alertes qui avaient été faites. Bien sûr, Donald Trump avait dit au cours de la campagne électorale qu'il allait transférer l'ambassade, mais on pensait qu'il allait entendre raison et que ses conseillers, notamment ceux qui sont au fait des questions de sécurité, allaient l'empêcher de faire cela. Bien sûr, les radicaux vont en profiter pour appeler à la violence et il y aura des manifestations monstres devant les ambassades américaines, peut-être même des actes de violence, peut-être même, hélas, des attentats, mais ce sont également les dirigeants modérés du monde musulman qui vont être mis en porte-à-faux.
Je pense au roi de Jordanie, au roi du Maroc, qui vont être coincés entre cette décision d'un pays, les États-Unis, avec lequel ils veulent avoir des bonnes relations, et une foule en colère qui va insulter les États-Unis et qui va demander qu'il n'y ait plus de relations avec ce pays. Et c'est en fait un cadeau que Trump a fait à tous les radicaux qui vont pouvoir capitaliser la colère du monde musulman sur cette décision de Donald Trump. Il est certain que les plus radicaux voient cela comme un cadeau indirect et peut-être involontaire, mais réel en tous les cas que Donald Trump leur fait. Les Saoudiens vont également être très gênés. Au moment où ils se rapprochent d'Israël par rapport au danger commun qu'est l'Arabie Saoudite, ils sont eux aussi en porte-à-faux. Il va être beaucoup plus difficile pour les dirigeants saoudiens d'afficher des relations cordiales avec Israël une fois que l'on annonce le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et à l'inverse, l'Iran va pouvoir dénoncer la duplicité des régimes alliés aux Américains et va pouvoir capitaliser sur cela. Donc on peut craindre un regain de la violence, on peut craindre un regain de l'anti-américanisme, on peut craindre un regain des discours anti-américains et anti-occidentaux. Et finalement, Donald Trump va donner encore plus de poids à tous ceux qui, dans le monde musulman, voient l'Occident comme un adversaire. Il a donné un peu plus de poids finalement à cette perspective d'un choc des civilisations. Les États-Unis s'étaient bien gardés de prendre une décision aussi lourde pour le moment. Bien sûr, cela peut satisfaire les dirigeants israéliens, mais le prix à payer au global risque d'être très très lourd. Et la plupart des dirigeants arabes et musulmans modérés ont appelé Trump à ne pas faire cela, y compris d'ailleurs les dirigeants européens. Emmanuel Macron l'a mis en garde contre cela, la responsable de la diplomatie européenne également. Et donc en fait, tous ceux qui veulent donner plus de poids à la négociation, qui craignent les affrontements, eh bien tout cela sont les perdants de cette décision. Tous les rêves impériaux sont venus mourir à Jérusalem. Siècle après siècle, les remparts de la vieille ville ont vu passer les Assyriens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Francs, les Turcs, les Britanniques. Mais aujourd'hui encore, le roi David, Jésus de Nazareth et le prophète Mahomet demeurent les seuls vrais maîtres des lieux saints. Cent fois occupée, toujours rebelle, Jérusalem garde vivantes toutes les mémoires de son passé, accumulées dans le désordre savant de ses ruelles et de ses souks. C'est une ville de miroirs brisés où les fractures se multiplient à l'infini, où les pierres gouvernent le destin des hommes et où les armes parlent au nom de Dieu. La création de l'État hébreu en 1948, puis la guerre des 6 jours en 1967, ont rendu possible l'aspiration millénaire des Juifs au retour. Le rêve sioniste aura ainsi été la seule utopie politique du XIXe siècle à réussir durablement. Pourtant, c'est de plus en plus en religieux que les Juifs eux-mêmes veulent vivre à Jérusalem. Ici, les guerres sont inséparables des théologies. Mais dans le face-à-face fratricide qui oppose Juifs et musulmans, où sont les chrétiens ? Alors, l'ambassade américaine transférée de Tel Aviv à Jérusalem par Donald Trump, bonne ou mauvaise idée pour la paix, pour Israël? On va en débattre tout de suite avec nos invités. Bonsoir Benyamin Lashkar, vous êtes membre du comité central du Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou, et avec vous Eric Cohen, bonsoir, membre du parti travailliste. Alors, Benyamin Lashkar, est-ce que vous pensez que cette initiative de Trump, d'abord, est réaliste, et est-ce qu'elle est bonne, une bonne idée? En général, j'aurais tendance à pas trop y croire, mais connaissant Trump et sa personnalité et son goût de faire le contraire de tous les autres, j'ai l'impression que cette fois c'est la bonne. Évidemment, je suis, comme la plupart des Israéliens, extrêmement heureux que l'ambassade, si l'ambassade est transférée, je serai extrêmement heureux, parce que c'est la reconnaissance de ce que nous disons, que Jérusalem est la capitale d'Israël, et c'est important symboliquement que les ambassades soient à Jérusalem. C'est un message extrêmement fort qui sera donné au monde entier.
au monde arabe aussi, qui comprendra qu'il n'y a pas plus de débat sur Jérusalem. Jérusalem est au peuple juif, est à Israël. Et donc, oui, c'est quelque chose de symboliquement très important. Ouais. Eric Cohen. Bon, d'abord, pour ce qui est de ce que va faire Trump, je propose de rester calme. Je crois qu'il n'y a personne qui a idée de ce que va être la politique de Trump. Ça fait quand même 2 fois qu'il le dit en peu oui, de temps. Non, mais il a dit plein de choses. Il n'y a personne qui a une idée, la moindre idée de ce que va être vraiment la politique de Trump sur ce sujet comme sur d'autres. Je crois qu'à commencer par Trump lui-même, ça c'est première chose. Deuxièmement, cette histoire du transfert de l'ambassade à Jérusalem, il y a une loi. Il y a une loi qui est passée en 1995 par le Congrès américain, à l'époque de Clinton. Et cette loi stipulait effectivement qu'il fallait faire passer l'ambassade à Jérusalem. Maintenant, il y a une clause dans cette loi qui stipule que s'il y a de l'avis des autorités de la défense américaine des craintes de fait qu'il pourrait y avoir une atteinte aux intérêts américains, des attaques contre les ressortissants, des troubles, etc., pour des raisons de sécurité, le président a le droit de reporter de 6 mois l'entérinement de cette loi. Et c'est ce qu'a fait depuis ça fait 21 ans. Hein. C'est ce qu'a fait Clinton, c'est ce qu'a fait Bush, c'est ce qu'a fait Obama. Donc pas seulement Obama, le grand ennemi d'Israël. Clinton et Bush ont fait exactement pareil. Tous les 6 mois, on leur apporte le formulaire, ils signent le report de 6 mois. Il n'y a aucune raison d'imaginer que l'évaluation des autorités américaines va changer pour ce qui est dans un mois quand Trump sera à la Maison Blanche. Donc il va avoir cette évaluation. Donc pour vous, je pense ce qu'il va dire, il va dire comme tous les autres. Il va dire je rêvais de faire, mais regardez, on m'a dit qu'il y a des problèmes de sécurité, il va y avoir des manifs dans le monde entier, dans le monde arabe, il va y avoir des attentats contre les intérêts américains partout, donc je peux pas. Donc voilà, c'est ce qui va se passer, quoi. Ouais. Vous pensez qu'il va suivre C'est très très difficile de prévoir ce que va faire Trump, c'est quand même un peu une grosse surprise. Et j'ai l'impression qu'il aime bien faire le contraire de ce que tout le monde attend. Donc c'est pour ça que cette fois-ci je suis un peu plus optimiste. Mais je suis d'accord, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Les Palestiniens ont déjà prévenu qu'ils vivraient extrêmement mal une telle décision. Ils ont mis en garde vraiment les Américains. C'est vrai est-ce que ça peut déchaîner, à votre avis, une vague de violence justement côté palestinien? D'abord, j'ai l'impression que c'est le genre d'argument qui va plutôt pousser Trump à le faire, plus qu'autre chose. Écoutez, ils ont l'habitude de menacer tout le temps, du matin au soir. Qui menace. Je crois qu'une démocratie se juge sur ce principe et pas sur le fait de céder aux menaces et à la violence. Enfin bon, s'il y a une vague de violence, Trump il est à Washington, c'est nous, hein, on est au milieu, on est en plein dedans. C'est nous qui voulons je veux dire une autre raison plus fondamentale pour laquelle les États-Unis ne vont pas faire ça, à mon avis. Trump ne va pas faire ça. Jérusalem, c'est le sujet de différend entre les Israéliens et les Palestiniens. Quand il y a des questions brûlantes, c'est la question brûlante. On dit que c'est la dernière qui sera réglée. Voilà. De la part des États-Unis, ça voudrait dire prendre position de façon tout à fait unilatérale et catégorique, entériner complètement la position israélienne. Ce serait de la part des États-Unis un suicide politique, parce que ça voudrait dire qu'ils perdraient toute crédibilité aux yeux du monde arabe et des Palestiniens, comme médiateur éventuel pour de futures négociations. Alors, vous savez qui est-ce qui sera le plus grand gagnant, qui est-ce qui se marrera dans ce cas-là? Il habite à Moscou. C'est Poutine. Poutine qui rêverait de voir les États-Unis perdre le reste de leur crédibilité dans le Moyen-Orient. Donc c'est pour ça que ça ne va pas se faire, quoi. Ouais. Écoutez, on verra. Non, mais sur ce qu'a dit Eric Cohen, est-ce que vous pensez que les Américains, justement, perdraient toute crédibilité s'ils installaient leur ambassade à Jérusalem, ce qui est pourtant inscrit, vous le disiez tout à l'heure, dans une loi? D'abord, non, je pense pas. Je dirais même presque le contraire. D'abord, je rappelle que Jérusalem sera, même quand on est de gauche et qu'on croit au partage, ce qui n'arrivera jamais, mais qu'on croit au partage de Jérusalem, Ouest restera dans les mains israéliennes. Donc il n'y a aucune raison que les ambassades soient pas déjà aujourd'hui à Jérusalem-Ouest, puisque tous les pays reconnaissent que ça appartient à Israël. Donc déjà, en fait, la position de la communauté internationale est complètement illogique. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. On sent bien qu'il y a un blocage. D'abord, les ambassades la plupart des ambassades avant 80 étaient à Jérusalem. C'est la loi qui a été votée à l'époque, qui était une loi essentiellement symbolique d'ailleurs, qui n'a rien changé dans les faits. C'est une loi qui a provoqué le départ vers Tel Aviv de la plupart, il en reste 2 je crois, à Jérusalem. Pour ce qui est de la position américaine, je crois qu'au contraire, il faut mettre fin à cette mascarade qui dure depuis 20 ans de pseudo-processus de paix. On sait aujourd'hui qu'il n'y aura jamais d'État palestinien, en tout cas dans le cadre des accords d'Oslo. C'est fini, il faut passer maintenant à autre chose. J'ai l'impression qu'on a peut-être, mais je veux vraiment pas faire le prophète, mais on a peut-être une administration qui a l'air de le comprendre. En tout cas, il y a beaucoup de gens autour de Trump qui le comprennent et qu'il faut changer de disquette. Et je pense que le monde arabe aussi a assez évolué. On voit que l'Égypte et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ont vraiment d'autres problèmes que les Palestiniens. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. Même pour la forme, ils font vraiment plus attention. C'est vraiment plus un problème. Oui. Non, mais il y a
la solution du conflit, c'est pas l'intérêt des Arabes, c'est d'abord l'intérêt des Israéliens. Parce que quand on dit qu'il n'y a plus de solution, non mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut dire, la démographie, c'est une donnée brute. Hein, on peut pas chanter cette donnée. Bon, ça veut dire qu'on va se retrouver avec un État, soit un État binational, avec 2,5 millions d'Arabes en plus. Alors si on leur donne le droit de vote, ça veut dire perdre la majorité juive. C'est pas vraiment le rêve du mouvement sioniste. Et puis si on ne leur donne pas la majorité, le droit de vote, ça veut dire avoir un état d'apartheid qui sera complètement mis de côté par le monde entier. Donc je veux dire c'est ça. Et ben bon, la droite, elle a aucune solution en réalité. Pour ce qui est de la politique américaine, c'est évident que les États-Unis ne vont pas vouloir perdre leur rôle de médiateur éventuel sur cette question, parce que cette question, c'est la question centrale, c'est le brûlot du conflit israélo-arabe. Surtout que l'an prochain, on a une date symbolique, évidemment, hein, le 50e anniversaire que va célébrer Israël de la réunification de Jérusalem. Oui. Ce serait un moment pour vous symboliquement fort pour les Américains de faire ça, ou justement... Oui, je pense que ce sera un moment très symbolique et très important. Je veux juste revenir sur un point. D'abord sur la démographie, les chiffres fabriqués de l'autorité palestinienne sont complètement faux. Aujourd'hui, il y a 1 800 000 maximum Palestiniens en Judée-Samarie. Tu leur donnes le droit de vote? Tu leur donnes le droit de vote? Peut-être dans le futur. Dans le futur? C'est quand le futur? On verra, ça fait 50 ans que ça dure. Et en attendant quoi? Un état d'apartheid? La réalité, c'est pas blanc ou noir. La réalité, c'est pas blanc ou noir. Ça fait 50 ans que ça durera jusqu'à ce que ça dure. Tu vas à Hebron? Tu vas à Shrem de fois? Tu vois? Il y a des Arabes là-bas. Ils n'ont pas envie de nous. Tu vas dans Taïbé aussi? Ils n'ont pas envie de nous et ils n'ont pas l'intention de partir. Très bien. Alors, on leur donne le droit de vote ou pas? D'abord, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'Arabes ils ont une immigration. Tu leur donnes le droit de vote ou pas? Quand on annexera dans 50 ans peut-être, on verra à ce moment-là, on verra, oui. Mais on verra dans 50 ans, il n'y a aucune raison de se presser. Les conflits n'ont pas de solution immédiate, il y a des conflits qui durent des siècles. Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui permettent la résolution du conflit. Il faut d'abord que les Arabes changent, qu'ils acceptent Israël, qu'ils acceptent la légitimité d'un État juif ici. Et on verra dans quelques décennies, une fois que leur démographie aura beaucoup baissé, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment, d'ici 20 ans, 30 ans, ils seront à un niveau européen. Je pense que là, les paramètres ont tellement changé dans 50 ans ou peut-être 100 ans qu'on pourra alors éventuellement annexer complètement et leur donner la citoyenneté à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc si vous dites qu'il faut attendre, c'est-à-dire que c'est pas le moment de mettre peut-être de l'huile sur le feu en installant cette ambassade américaine. Tout est toujours l'huile sur le feu. Ça, quoi qu'on fasse, c'est l'huile sur le feu. Il faut arrêter avec cet argument. Ouais, bon, vous n'avez pas de solution, mais ça c'est la droite. C'est dire parce que c'est une solution. Si c'est passé depuis longtemps, 500 morts israéliens, c'est une solution. C'est un intérêt d'Israël de résoudre le conflit. Okay, moi je parle pas moi je m'en fous des Palestiniens. Ok, c'est l'intérêt d'Israël d'abord, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà quoi, c'est tout. L'intérêt d'Israël aujourd'hui, c'est d'avoir une ambassade américaine à Jérusalem. Bien sûr. Ouais. L'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un climat paisible qui permet de reprendre les négociations parce que c'est urgent. C'est ça l'intérêt d'Israël et je pense que c'est aussi l'intérêt des Américains. Tout porte à croire qu'on assistera dans les prochaines semaines à une rupture de la politique américaine dans le conflit israélo-palestinien. Bonjour Guilhem Delteil. Bonjour Juan, bonjour Mohamed. Vous êtes le correspondant des RFI à Jérusalem. En désignant David Friedman, quel message envoie Donald Trump ? Alors, c'est vrai que David Friedman a eu des prises de position très radicales qui tranchent avec les prises de position habituelles des États-Unis sur le dossier israélo-palestinien, à tel point d'ailleurs que ses principaux adversaires aujourd'hui, c'est un groupe de juifs libéraux américains, J Street, une organisation qui milite pour cette solution de paix à deux États et que Friedman a assimilé à des capots nazis durant la Seconde Guerre mondiale, affirmant même qu'ils étaient pires que les juifs qui avaient collaboré avec le régime d'Hitler. J Street a d'ailleurs immédiatement condamné cette désignation. Il entend la combattre car le choix de David Friedman comme futur ambassadeur américain en Israël doit être validé par le Congrès. Alors, ce qui définit David Friedman dans ses positions, c'est tout d'abord qu'il se dit un ami indéfectible d'Israël. Il est lui-même juif, comme d'autres ambassadeurs américains ici avant lui, notamment l'actuel, Dan Shapiro. Il parle l'hébreu couramment et il a passé une partie de sa vie à étudier l'histoire d'Israël. Sur le dossier israélo-palestinien plus précisément, il est effectivement un soutien de la colonisation israélienne en Cisjordanie. Il ne la voit pas comme un obstacle à la paix. Il se trouve là sur la même ligne que Benjamin Netanyahou, finalement, dont le gouvernement a accéléré le rythme des constructions de colonies dans les territoires palestiniens, selon les organisations israéliennes de lutte contre la colonisation. Il est à la tête lui-même d'une organisation de soutien aux États-Unis à l'une de ces colonies, celle de Bethel, près de Ramallah. Et puis il a pris publiquement ses distances aussi avec cette solution
solution à deux États. Je vous citerai, Juan, un entretien qu'il avait donné en juin dernier au quotidien israélien Haaretz. Les Israéliens, disait-il, doivent décider s'ils veulent renoncer à des territoires pour créer un État palestinien. S'ils ne le souhaitent pas, alors Donald Trump ne pense pas qu'ils doivent y être contraints. Il ne croit pas que la création d'un État de Palestine indépendant soit un impératif américain. Donc opposé à la création d'un État palestinien, et il entend déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Il faut quand même préciser que sur le plan international, Jérusalem n'est pas reconnue comme telle, mais si il transfère l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, c'est que les Américains, et notamment surtout Donald Trump, considèrent désormais Jérusalem comme la capitale d'Israël. Ah, on n'en a quand même pas encore tout à fait là, Juan. C'est effectivement une promesse de campagne de Donald Trump que de reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël. Mais c'est une promesse pour l'instant. Tant qu'il n'est pas en fonction, il n'est pas passé aux actes. Et effectivement, le communiqué qui annonçait la nomination de David Friedman citait une réaction de David Friedman lui-même qui disait « Je suis impatient de prendre mes fonctions à l'ambassade américaine dans la capitale éternelle d'Israël, Jérusalem ». Alors, il faut quand même savoir et souligner que ce n'est pas l'ambassadeur qui définit la diplomatie d'un pays, c'est son exécutif. Donc, en l'occurrence, c'est du côté de Donald Trump et de son secrétaire d'État qu'il faudra regarder plus précisément pour savoir ce qui va se passer sur ce sujet dans les prochains mois. Il faut savoir également qu'une loi a déjà été votée par le Congrès américain. Elle date de 1995 et elle demande le transfèrement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Sauf que cette loi a été suspendue dans son application par tous les présidents en exercice depuis, et que Barack Obama a signé début décembre un décret qui gèle jusqu'au 1er juin prochain le transfert de cette ambassade. On verra donc ce que fera Donald Trump après. Ce qui est sûr, c'est que cette décision serait très lourde de conséquences sur le processus de paix. Les Palestiniens ont déjà dit que cela enterrerait le processus de paix, que cela risquerait de déclencher une nouvelle vague de violence. Ici, mais pas seulement, disent-ils, toute la région, tout le Proche-Orient serait sans dessus-dessous, confié à RFI le numéro 2 de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, la semaine dernière. Il est probable en effet que cette décision entraîne de vives réactions dans le monde arabe et plus largement dans le monde musulman, car Jérusalem est la 3e ville sainte des musulmans. Revenons un instant sur une vue de la ville à l'époque ottomane. Les remparts que l'on voit là ont été construits à partir de 1536 par Soleiman le Magnifique. Cette présence coloniale des Turcs va durer près de 400 ans, du XVIe siècle au XXe siècle, et contrairement aux croisés qui massacrent juifs et musulmans lors de la prise de Jérusalem en 1099, la période ottomane va à plusieurs époques appliquer une certaine tolérance religieuse vis-à-vis des autres communautés. L'Empire ottoman est démantelé à la fin de la Première Guerre mondiale et Jérusalem passe en 1917 sous la domination britannique. Regardons une carte de la région en 1922. Par les mandats de la SDN, la Société des Nations, la région est partagée entre Français, qui ont la gestion de la Syrie et du Liban, et Anglais, à qui reviennent l'Irak, la Transjordanie et la Palestine. Dans le mandat sur la Palestine, il est précisé que Londres devra, je cite, « contribuer à établir un foyer national pour le peuple juif ». Fin de citation, comme le prévoyait la déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour. Londres répond ainsi au projet du mouvement sioniste créé par le journaliste autrichien Theodor Herzl en 1896, mais aussi à l'immigration en Terre Sainte de nombreuses familles juives fuyant les pogroms ou tout simplement l'antisémitisme qui se développe en Europe centrale. Le texte de la SDN stipule aussi qu'il faudra assurer la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine. La Deuxième Guerre mondiale et surtout l'Holocauste vont accélérer le processus de création d'un État juif. Les Nations Unies votent le 29 novembre 1947 un plan de partage de la Palestine. Alors allons voir de plus près. Il y a là en Palestine 700 000 juifs et 1,5 million d'Arabes. Alors on voit sur la carte les zones du plan de partage prévu pour l'État arabe, celles destinées à l'État juif, et Jérusalem, qui doit avoir un statut international comprenant Bethléem, lieu de naissance du Christ, pour éviter justement que la ville ne devienne un enjeu national. Or, le plan de partage et donc le statut de Jérusalem sont rejetés par les pays arabes qui, le 15 mai 1948, le lendemain de la naissance de l'État hébreu, déclarent la guerre à Israël.
7 mois de guerre que vont perdre les Arabes. Mais ce statut international de Jérusalem n'est pas non plus respecté par Israël. La vraie coupure de la ville en deux date de cette époque. On voit ici la ligne d'armistice entre Arabes et Israéliens, dite ligne verte, qui coupe Jérusalem en deux au sortir de la guerre de 48. Alors approchons-nous maintenant à l'échelle de la ville. On voit sur la carte la matérialisation de la ligne de partage entre Arabes et Israéliens. La vieille ville est du côté arabe, rattachée à la Transjordanie, dans ce qui va devenir Jérusalem-Est. Les Juifs n'ont plus le droit d'y venir, donc n'ont plus accès au mur des Lamentations, malgré les accords intergouvernementaux post-armistice. À l'Est, une exception, le mont Scopus, enclave juive dans la partie arabe de la ville, où se trouve là l'université hébraïque. De l'autre côté, Jérusalem-Ouest devient partie intégrante de l'État hébreu. En 1950, Jérusalem est proclamée capitale d'Israël et plusieurs institutions du pays quittent Tel Aviv pour s'installer à Jérusalem. La ville à l'ouest de cette ligne verte se développe, construit bâtiments administratifs, nouveaux logements, blocs de construction pour les Juifs immigrants, l'État hébreu étant enfin là pour accueillir et les survivants de l'Holocauste et ceux de la diaspora qui choisissent de venir vivre en Israël. Ces nouveaux immigrants s'installent à l'ouest et uniquement à l'ouest de la ligne verte. L'urbanisme de la ville se sculpte au rythme des guerres, signe de l'importance de l'enjeu qu'elle représente pour les uns comme pour les autres. Car en juin 1967, avec la deuxième guerre israélo-arabe, celle des 6 jours, Israël va tenter de casser l'encerclement que met en place une deuxième coalition arabe. Les Israéliens alors conquièrent la Cisjordanie sur la Jordanie et la partie orientale de Jérusalem, Israël récupérant la vieille ville dont le mur occidental, ce mur des Lamentations, d'une extrême importance symbolique et religieuse pour le peuple juif. 3 jours après leur entrée dans la ville, ils détruisent l'ancien quartier maghrébin au pied du mur des Lamentations pour y ouvrir une large esplanade, puis réinvestissent et restaurent le quartier juif de cette vieille ville dont ils avaient été chassés en 1948. Israël a désormais Jérusalem dans sa totalité. Ce qui est réunification de la ville pour Israël sera occupation pour les Arabes palestiniens. Mais en l'occurrence, pas seulement pour eux, car tous ces territoires sont considérés comme occupés par les Nations Unies dans la résolution 242 de 1967. Depuis 1950 dans les discours, depuis 1967 dans les faits, Israël considère qu'il n'y a qu'une Jérusalem. On voit sur la carte le contour de la municipalité au sortir de la guerre de 1967. En quelques 30 ans, les nouveaux quartiers juifs se développent à l'est de l'ancienne ligne verte, donc à Jérusalem-Est, et les colonies de peuplement s'implantent en Cisjordanie, parfois sur des collines désertiques, parfois en rasant des oliveraies appartenant à des familles palestiniennes, obligeant souvent celles-ci au départ. En 1948, il n'y a pas d'habitants juifs à l'est de la ligne verte. En 2001, il y en a environ 200 000. La loi fondamentale du Parlement israélien du 30 juillet 1980 proclame Jérusalem entière et réunifiée comme capitale d'Israël. Sauf que personne, à l'exception du Costa Rica et du Salvador, ne reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Toutes les représentations diplomatiques, y compris celles des États-Unis, restent à Tel Aviv. Alors qu'est-ce qui empêche les grandes capitales de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël ? Eh bien, le non-règlement du statut des Palestiniens. D'un côté, une Jérusalem entière et réunifiée comme capitale d'Israël, de l'autre, une Jérusalem-Est, capitale du futur État palestinien. Alors comment garder l'unité physique de la ville ou comment la diviser lorsqu'on ajoute en plus le caractère sacré de la vieille ville ? Rapprochons-nous. On distingue bien là les 4 quartiers dans la vieille ville. Le quartier arménien, le quartier chrétien avec le Saint-Sépulcre où serait enterré le Christ, le quartier juif donnant sur le mur des Lamentations, le quartier arabo-musulman donnant sur l'esplanade des mosquées avec le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Et dans ces vieux quartiers, dans ces ruelles, pas de délimitation claire,
Pas de barrières, pas de murs. Mais Jérusalem est tout sauf une ville fluide, une ville de paix. Ici, rien n'est innocent ni simple. Jérusalem est la ville des 3 religions monothéistes. Et comme on dit, quand on marche dans cette ville avec un filet à papillons, on y attrape des prières. Et ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité inscrite dans le sol de cette ville. Par exemple, voici un lieu sur le mont Sion, à l'extérieur de la vieille ville. Dans un ancien cloître franciscain, on embrasse du même regard, à droite au rez-de-chaussée, l'emplacement supposé du tombeau du roi David, qui il y a 3000 ans fit de Jérusalem la capitale du royaume d'Israël. Au premier étage, la salle où se serait tenue la scène, le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, le tout dominé par le minaret d'une mosquée ottomane. Good evening. Thank you very much. I speak to you today as a lifelong supporter and true friend of Israel. I'm a newcomer to politics, but not to backing the Jewish state. In 2001, weeks after the attacks on New York City and on Washington, and frankly, the attacks on all of us, attacks that they were perpetrated by the Islamic fundamentalists, Mayor Rudy Giuliani visited Israel to show solidarity with terror victims. I sent my plane because I backed the mission for Israel 100%. In spring of 2004, at the height of the violence in the Gaza Strip, I was the Grand Marshal of the 40th Salute to Israel Parade, the largest single gathering in support of the Jewish state. It was a very dangerous time for Israel and, frankly, for anyone supporting Israel. Many people turned down this honor. I did not. I took the risk, and I'm glad I did. But I didn't come here tonight to pander to you about Israel. That's what politicians do. All talk, no action, believe me. I came here to speak to you about where I stand on the future of American relations with our strategic ally, our unbreakable friendship, and our cultural brother, the only democracy in the Middle East, the State of Israel. So with the president in his final year, discussions have been swirling about an attempt to bring a Security Council resolution on terms of an eventual agreement between Israel and Palestine. Let me be clear. An agreement imposed by the United Nations would be a total and complete disaster. The United States must oppose this resolution and use the power of our veto, which I will use as president 100%. When people ask why, it's because that's not how you make a deal. Deals are made when parties come together. They come to a table and they negotiate. Each side must give up something. Its values. I mean, we have to do something where there's value in exchange for something that it requires. That's what a deal is. A deal is really something that when we impose it on Israel and Palestine, we bring together a group of people that come up with something that's not going to happen with the United Nations. It will only further, very importantly, it will only further delegitimize Israel. It will be a catastrophe and a disaster for Israel. It's not going to happen, folks. And further, it would reward Palestinian terrorism because every day they're stabbing Israelis and even Americans. Just last week,
American Taylor Allen Force, a West Point grad, phenomenal young person who served in Iraq and Afghanistan, was murdered in the street by a knife-wielding Palestinian. You don't reward behavior like that. You cannot do it. There's only one way you treat that kind of behavior. You have to confront it. So it's not up to the United Nations to really go with a solution. It's really the parties that must negotiate a resolution themselves. They have no choice. They have to do it themselves, or it will never hold up anyway. The United States can be useful as a facilitator of negotiations, but no one should be telling Israel that it must be, and really that it must abide by some agreement made by others thousands of miles away that don't even really know what's happening to Israel, to anything in the area. It's so preposterous. We're not going to let that happen. When I'm president, believe me, I will veto any attempt by the UN to impose its will on the Jewish state. It will be vetoed 100%. You see, I know about deal making. That's what I do. I wrote The Art of the Deal. One of the best-selling all-time, and I mean seriously, I'm saying one of because I'll be criticized as if I say the, so I'm going to be very diplomatic. One of, I'll be criticized. I think it is number one, but why take a chance? One of the all-time best-selling books about deals and deal-making. To make a great deal, you need two willing participants. We know Israel is willing to deal. Israel has been trying. That's right. Israel has been trying to sit down at the negotiating table without preconditions for years. You had Camp David in 2000, where Prime Minister Barak made an incredible offer, maybe even too generous. Arafat rejected it. In 2008, Prime Minister Olmert made an equally generous offer. The Palestinian Authority rejected it also. Then John Kerry tried to come up with a framework, and Abbas didn't even respond, not even to the Secretary of State of the United States of America. They didn't even respond. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. Thank you. And when I say something, I mean it. I mean it. I will meet with Prime Minister Netanyahu immediately. I have known him for many years and will be able to work closely together to help bring stability and peace to Israel and to the entire region. Meanwhile, every single day, you have rampant incitement and children being taught to hate Israel and to hate the Jews. It has to stop. When you live in a society where the firefighters are the heroes, little kids want to be firefighters. When you live in a society where athletes and movie stars are the heroes, little kids want to be athletes and movie stars. In Palestinian society, the heroes are those who murder Jews. We can't let this continue. We can't let this happen any longer.
You cannot achieve peace if terrorists are treated as martyrs. Glorifying terrorists is a tremendous barrier to peace. It is a horrible, horrible way to think. It's a barrier that can't be broken. That will end, and it'll end soon, believe me. In Palestinian textbooks and mosques, you've got a culture of hatred that has been fermenting there for years, and if we want to achieve peace, they've got to go out and they've got to start this educational process. They have to end education of hatred. They have to end it, and now. There is no moral equivalency. Israel does not name public squares after terrorists. Israel does not pay its children to stab random Palestinians. Half of the population of Palestine has been taken over by the Palestinian ISIS and Hamas, and the other half refuses to confront the first half, so it's a very difficult situation that's never going to get solved unless you have great leadership right here in the United States. We'll get it solved one way or the other. We will get it solved. But when the United States stands with Israel, the chances of peace really rise, and rises exponentially. That's what will happen when Donald Trump is president of the United States. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. And we will send a clear signal that there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. The Palestinians must come to the table knowing that the bond between the United States and Israel is absolutely, totally unbreakable. They must come to the table willing and able to stop the terror being committed on a daily basis against Israel. They must do that. And they must come to the table willing to accept that Israel is a Jewish state, and it will forever exist as a Jewish state. I love the people in this room. I love Israel. I love Israel. I've been with Israel so long in terms of I've received some of my greatest honors from Israel. My father before me, incredible. My daughter Ivanka is about to have a beautiful Jewish baby. In fact, it could be happening right now, which would be very nice as far as I'm concerned. So I want to thank you very much. This has been a truly great honor. Thank you, everybody. Thank you.